Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Bonjour Clémentine. Bonjour Sandrine. Voilà, c'est bien près du micro, c'est parfait. J'ai vu qu'elle tout de suite, elle s'est rapprochée là. Elle a dit, je vais me faire disputer. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Alors, dis-moi Clémentine, est-ce que tu peux tout simplement nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille ? Dis-nous tout ce que tu as envie de nous dire sur toi. Donc, je m'appelle Clémentine, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis dans la région avec mon mari qui s'appelle Bastian. Voilà, et on a une petite famille de 4 et très entourée avec beaucoup d'animaux. Pourquoi je suis là aujourd'hui ici ? Pour participer au podcast des nouvelles filles de la campagne et présenter mon histoire. Ma vie, mon œuvre. Voilà, c'est ça. Au moins. Où est-ce que tu vis aujourd'hui ? Alors, je vis dans le bourg de Saint-Priest-les-Fougères, en Périgord vert. D'accord. C'est combien d'habitants, Saint-Priest-les-Fougères ? Il me semble qu'on est à un peu moins de 400 habitants. On dit Saint-Priest-les-Fougères ? On dit Saint-Priest-les-Fougères. D'accord. Et c'est le 24, là ? Le 24. Tu vois, je croyais que c'était le 87. Non, on est vraiment en Dordogne, mais limitrophe avec la Haute-Vienne. Très bien, 400 habitants. Tu vis là-bas depuis combien de temps ? Depuis, on s'est installé l'été dernier et ça faisait un petit moment qu'on traînait dans le coin et qu'on savait qu'on s'installerait par ici. Donc l'été dernier, c'était quoi la date ? L'été dernier précédent en fait, puisqu'on n'est déjà plus en été. Voilà, donc c'est quelle date ? On est rentré dans la maison le 29 juillet 2022. Ok, donc cet été, ça a fait une année. Exactement. Mais ça faisait déjà un moment que tu rôdais sur le territoire. Exactement. Enfin, que vous rôdiez sur le territoire. Très bien, tu nous donneras des détails plus tard. Et ça ressemble à quoi Saint-Priest-les-Fougères ? Et ça ressemble aussi à quoi la propriété que vous avez achetée ? Alors, Saint-Priest-les-Fougères, c'est un petit village de Dordogne. Donc, je pense que c'est pas le village qui aurait le plus joli centre-ville, mais par contre, il a vraiment son intérêt dans tous les hameaux. Et nous, on vit un petit peu en extérieur du bourg, dans une grande propriété. Donc, on est dans un ancien corps de ferme, tout en long. On a un grand jardin, genre grand. Tu sais combien ça fait ? Ça fait 7,7 hectares. Ah ouais, c'est très grand. Je ne me suis pas rendu compte la fois dernière. C'est grand. Voilà, donc on a la chance d'avoir tout autour de nous de la grande prairie, des forêts, des étangs. Il y en a combien des étangs ? Sur le terrain, il y a une mare vaseuse et un étang. On va dire 2 étangs. Et la bâtisse, elle est, effectivement, tu l'as dit, tout en long. Donc je suis venue te rencontrer il y a quelques semaines. Elle est tout en long et c'est composé comment ? Alors, on a une petite maison d'habitation qui fait une 50aine de mètres carrés et le reste, ce sont des granges qu'on entreprend de rénover et de faire passer en habitation. En habitation, voilà. Toujours rêver un jour de pouvoir avoir un cheval, donc ça semblait bien approprié comme endroit. D'ailleurs, tu as oublié, dans la composition de ta famille, il me semble que tu as des animaux. Oui. J'ai des animaux, plusieurs chats, moi-même je ne sais plus vraiment combien, un chien et sur le terrain on a 2 chevaux qui sont à nous et un cheval et un âne qui vivent chez nous, voilà. Et j'oublie personne parce qu'on n'a plus de poules après un été de violence par le renard. Très voilà. bien.
Ok, donc on a parlé de ta présentation, on a parlé de ta famille, de qui elle était composée, on a parlé de là où tu vis. Ta vie d'avant, elle se passait où? Alors j'ai l'impression, hein, c'est toi qui vas nous expliquer, hein, mais qu'il y a eu plusieurs endroits, plusieurs vies. Vas-y, on t'écoute. Eh ben, j'ai grandi en région parisienne, pas loin de Versailles. J'ai fait tout mon début de carrière professionnelle en région parisienne et à l'âge de, il y a 10 ans, à 29 ans, j'ai rejoint mon mari qui vivait dans le nord. Donc, on vivait dans la campagne entre Douai et Lille. D'accord. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers ancrages, on va dire, Oui. de ta vie. Exact. Très bien. Alors, si tu le veux bien, on va démarrer avec le changement de région. Alors, pourquoi avoir eu envie de changer de région? Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine? Pourquoi ici? On a découvert la Dordogne pendant notre voyage de noces avec mon mari. On ne connaissait pas du tout. Et on est vraiment tombés amoureux. Et après avoir voyagé dans le coin, on s'est dit que quand on serait grand ou vieux, on viendrait dans le coin et que ce serait un endroit où on passerait... quand on changerait de région, ce serait pour venir en Dordogne, ouais. D'accord. Et ça remonte à il y a combien de temps? Déjà, ce projet était en tête? Il y a 8 ans, on s'est dit... c'est il y a 8 ans qu'on a découvert la région. Et donc, suite à ça, il n'y avait pas de projet précis dans le temps, mais c'était une idée qui est née à ce moment-là. Pourquoi? Ok, on peut dire que c'est joli, mais donne-moi un peu plus de détails. On s'imaginait pour la suite de notre vie, la région, elle est belle, elle est riche culturellement. Ça veut dire quoi, belle, la région ici? Une région qui est, on va dire qu'il y a une grande place pour la nature, c'est très vert. Après, c'est riche aussi parce que c'est grand, la Dordogne, et c'est un territoire qui est vaste avec toute une panoplie de paysages qui sont très différents les uns des autres, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Et puis, c'est riche culturellement, il y a des châteaux, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de festivals, même malgré le fait que ce soit vraiment c'est rural, mais pour autant, il se passe plein de choses et ça donnait vraiment envie. Et puis, il y avait une énergie au niveau des gens. On s'est, partout où on a voyagé dans la région, on s'est toujours senti bien accueillis. On a trouvé que c'était très ouvert aux gens. En fait, peut-être que c'est pas encore trop victime du tourisme et qu'on n'appréhende pas les nouveaux venus pareil que dans certaines régions très touristiques et c'était très accueillant en fait. Et quand on a cherché à s'installer, on a passé un peu de temps un peu partout dans la région et on avait vraiment un coup de cœur pour ici, vraiment en rapport à la dynamique. Moi, j'aime le paysage ici beaucoup. Ce côté, j'ai l'impression d'être dans la comté chez les hobbits un peu. Ah, un peu sauvage aussi. C'est sauvage, c'est vallonné, c'est doux en fait. Et ici, je trouve que dans le Périgord vert, il y a une douceur qui se dégage de l'atmosphère, des paysages, même dans les différentes saisons, ça reste doux. Vous décidez de vous installer en Dordogne, le choix se porte sur le Périgord vert. La propriété, vous l'avez trouvée comment? Facilement? Non, on a beaucoup cherché avant de trouver. Et on est arrivé après le Covid, donc il y avait beaucoup moins de biens à vendre. Il y a eu énormément de ventes au moment du Covid. Nous, on est arrivé après. Il y avait beaucoup moins d'opportunités. Les prix avaient flambé. Et quand on est arrivé, en fait, on a vu l'annonce de cette maison et les photos n'étaient pas franchement flambardes. Mais comme on arrivait, on revenait dans le coin, on s'est dit, bon, on va aller visiter. Et en fait, étonnamment, parce que quand on voit la maison telle qu'elle est, on a eu un coup de cœur. Je ne sais pas, on a senti qu'on arriverait à en faire quelque chose. C'était pas forcément ce qu'on recherchait à la base, mais on a senti que ça allait le faire. Après, ça réunissait peut-être tous les critères que vous étiez posés sur une feuille. Tous non, ou en tout cas, pas posés sur la feuille. Il y avait l'espace, il y avait le lieu. C'était pas exactement comme on l'imaginait, mais après... Qu'est-ce que tu imaginais au départ ? Nous, on aurait voulu, comme on envisageait un gîte, on aurait voulu avoir plusieurs bâtiments. Distincts. Alors que là, c'est en enfilade. Oui, on pourrait presque parler d'une longère. Je sais que dans la région, c'est
pas des longères, mais en tout cas, ça se présente... sous forme de longère. Voilà. Oui. Donc, c'est pas ce dont on avait envie à la base, mais après... Après, chacun son bout de longère. Tu peux être aux extrémités. Voilà, c'est ça. Non, et puis après, il faut aussi être ouvert. Enfin, je veux dire, la vie, c'est rarement exactement comme on l'avait imaginé. Et en fait, si on reste bloqué sur une idée, puis souvent, peut-être qu'on avance on rate des opportunités aussi. Donc, non, ça nous plaisait. On s'est senti bien. Et je pense que c'était ça le plus important. C'était d'avoir ce coup de cœur tous les deux. Et puis après, le reste, ça a fait évoluer le projet aussi. L'arrivée, elle s'est passée comment sur le territoire ? Tu as une anecdote peut-être à nous partager ou une histoire ou pas ? Ça s'est bien passé. Ouais. On s'est sentis accueillis. On a tout de suite sympathisé avec notre petite voisine. Parce que tu as des voisins, toi ? Alors oui, je suis proche du bourg, donc c'est vrai. J'ai quand même des voisins, mais alors c'est pas des voisins la porte à côté, mais oui, il y a des gens dans ma rue, quoi. Parce que tu vis dans une rue, toi ? Oui, qui n'a pas de nom, bien sûr. On va pas exagérer, mais oui, je vis dans une rue. Donc bien accueilli par la voisine ? Ouais, tout de suite c'était très simple, on avait de la visite, les gens étaient tout de suite très accueillants. Accueillants ou curieux ? Peut-être un peu les deux. On voit les voitures, mais non, les gens sont gentils. Nous, il n'y avait pas d'enfants dans la rue. Quand ils ont vu qu'on était avec des enfants qui se promenaient beaucoup dans la rue, les voitures ont tout de suite commencé à vraiment ralentir. Alors, non, on avait des voisins qui arrivaient avec des brouettes de tomates, de courgettes, comme on s'est installé en été. Voilà, ça a été tout de suite très ouvert. Donc, ça fait du bien. Donc, l'anecdote, ce sera les brouettes de tomates. Les brouettes de tomates à l'arrivée, oui. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus ici, depuis que tu t'es installée, depuis que vous vous êtes installés, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie de tous les jours, à la campagne, en Dordogne ? La nature, c'est une source infinie de bonheur, en fait. Vraiment, tout est beau. Où que les yeux se posent, c'est beau. Et puis ensuite, ici, quand même, c'est assez préservé, même au niveau des bâtis. Donc, même quand on se retrouve face à des bâtiments, c'est beau. C'est des grands espaces. Donc, même l'hiver, tu trouves ça beau ? Ouais. D'accord. Bon, au bout de 3 semaines de pluie, parfois, je trouve ça beau et fort mouillé. Oui. Et puis elle vient en barque, en canoë. Oui, après on s'adapte, on achète un paddle pour aller voir ses amis. Non, c'est beau, la qualité de vie, de pouvoir aller au lac. Ici, il y a des lacs partout pour les enfants, c'est juste génial en fait. L'accès à la nature, et puis il y a même plein d'infrastructures, mais vraiment... Ce serait la priorité, donc ce qui te plaît le plus ici, c'est la nature. Et les gens. Et les gens. Et est-ce que, parce que c'est vrai que la nature, c'est une des réponses les plus récurrentes, en fait, dans les nouvelles filles de la campagne aujourd'hui. Il y en a d'autres, des réponses, mais c'est vrai que ça fait partie des bestes. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ne sont pas, qui seraient pas hyper connectés, nature, rando, animaux, etc., ne se plairaient pas sur un territoire comme celui-là ? Non, je pense pas, parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans la nature. On peut être entouré par la nature sans forcément être tous les jours en rando dans les bois ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment des gens qui sont dans une vie hyper active citadine, s'ils sont pas prêts à mettre certaines choses de côté, risquent de pas se plaire, oui. C'est quoi les choses à mettre de côté ? D'avoir des accès faciles à toutes sortes c'est un peu trivial, mais à des boutiques, quoi. Clairement, faire du shopping ici, c'est une organisation. Enfin, il faut se prévoir une journée. On n'a pas accès en bas de chez soi à toutes les commodités qu'on peut avoir en ville, de se faire livrer de la nourriture. Après, les gens qui vivent ici, ils n'ont pas cette envie-là en général, mais si on vit avec vraiment ce rythme-là, on aura du mal à bien vivre. Ouais, en tout cas, à satisfaire ces besoins-là, ici. Tu connais des gens qui ont peut-être un jour sauté le pas comme ça et qui, finalement, au bout d'un certain temps, ont fait demi-tour parce que ça n'allait pas ? Tu connais des gens comme ça, toi ? Qui se posent la question de repartir, en tout cas qui ne sont pas encore repartis. Ouais, mais oui, j'en connais. Oui, c'est vrai ? Où vraiment le côté peut-être plus
proche la proximité des services des gens, etc., leur manque. Moi, je manque de temps, en l'occurrence, plus. J'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit de ce point-là. Je manque juste de temps. Mais oui, il y en a. Mais je comprends parce que on est obligé d'aller un peu plus vers la lenteur ici. Les choses prennent plus de temps. Alors pas se déplacer en région parisienne, ça prend du temps aussi, mais les gens n'ont pas le même rapport et la même notion du temps ici, je pense. C'est cette phrase qui est juste, je pense. Effectivement, c'est la notion du rapport au temps qui est différente. Là, tu viens un peu aussi de me répondre à la question qui était, vivre sur un territoire rural, c'est comment pour toi ? Est-ce que tu as envie d'y ajouter quelque chose ? Oui, parce que les deux choses qui me plaisent ici, c'est la nature et les gens. Et en parlant des gens ici, justement, on a le temps de découvrir les gens. Et il y a plein de gens à découvrir. Et c'est vraiment très, très chouette. Après, on apprend à vivre sur un territoire rural, à s'organiser, à trouver des bons plans, des filons, ces endroits. Je pense... pour faire ses courses, on va trouver des boutiques et on va organiser des tours et on va savoir où est-ce qu'on achète quoi. Et par contre, il y a cet avantage de pouvoir choisir vraiment ce qu'on consomme. Ouais, ou la qualité des produits qu'on va aller acheter. Ouais. Quand tu parles des gens, est-ce que ça veut dire, comme certaines m'ont déjà expliqué, une diversité de profils ? C'est ça pour toi ou... Ouais, il y a une diversité de profils et je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont habités par une forte envie de partager et de vivre ici dans la joie. Donc il y a une espèce de motivation et d'énergie positive en fait. D'optimisme ? Ouais, d'optimisme et d'envie. Les gens ont envie ici. Est-ce que tu as l'impression que ça, tu le vivais moins quand tu étais plus proche de la ville ? Oui, mais j'ai l'impression que les gens, ils vivent la vie il n'y a pas forcément, c'est pas tout le monde, il y a plein de gens qui choisissent qui choisissent leur vie en ville, c'est pas du tout ça. Mais, et qu'ils aiment d'ailleurs. Oui. Et tant mieux. Mais c'est plus, ça va plus vite, on a moins le temps de profiter de certaines choses, je pense, et en profitant de certaines choses, on commence à apprécier d'avoir le temps de profiter. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de cercle bénéfique d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout pris le temps pendant des années. Et d'apprendre à prendre le temps, c'est incroyablement gratifiant, je pense. Et ici, les gens savent savourer ça. Aussi bien sur les jeunes que les anciens ? Oui, différemment peut-être, mais oui. Ok. Des choses plus compliquées, selon toi ? Hormis, effectivement, tu as dit tout à l'heure l'organisation dans la logistique ou peut-être les magasins, etc. Enfin, c'est même pas compliqué, c'est juste une optimisation de temps, d'organisation. Mais est-ce que tu vois autre chose ? Je vais faire la même réflexion que toutes les autres. Dis-moi. L'accès aux soins, c'est un peu une blague. C'est juste... c'est compliqué parce que il n'y a pas assez. Des aires médicales. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des médecins. C'est juste que si tu viens d'arriver, tu n'y as pas accès, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas, parce qu'il y a des médecins, en fait. Je peux pas Ils dire. Ils ne prennent pas de nouvelles patientèles. Il n'y a pas de nouvelles patientelles. Il n'y a pas moyen de se faire un dossier chez un généraliste. Il faut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une idée. Mais après, ils sont... on est toujours reçus en urgence, mais très difficile de pouvoir avoir un suivi quelconque. Après, on se débrouille autrement. Mais c'est vrai que ça, c'est une difficulté dont je ne suis pas victime pour le moment, dans le sens où j'ai pas de besoin. Tu es jeune ? Pas tant que ça. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais j'en ai pas pour l'instant. J'ai la chance de pas en avoir nos enfants besoin. Aussi. Mais voilà. Mais effectivement, je me rends compte que si j'avais besoin, ce serait compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de vie, changer de territoire, changer de métier, enfin changer comme on l'a toutes fait il n'y a pas longtemps ? Est-ce que c'est vraiment quand on est prêt ? Je ne sais pas, parce qu'on pourrait ne jamais être prêt. Peut-être qu'il y a une bonne personne pour changer de vie.
plus qu'un bon moment. Peut-être que cette personne, ça peut être soi-même, hein, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais plus qu'une notion de temps, parce que finalement, est-ce que c'est... on trouve toujours une raison pour que ce soit pas le bon moment. Donc, c'est jamais le bon moment pour rien. En vrai, il y a toujours des freins. Ou moi, je dirais plus une bonne personne. Une bonne personne. Quitte à ce que ce soit soi-même. D'accord. Ok. Voilà. Ce sera ta réponse? Ce sera ma réponse. Parfait. Il y a une fameuse question que tout le monde nous pose, qui peut paraître des fois un peu énervante. Tu me vois arriver? C'est « Et les enfants, ça va ? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des copains? Est-ce qu'ils ont accès au Wi-Fi, par exemple, aussi, entre autres ?» Non, mais voilà. Moi, je ne sais pas si tu as eu ce genre de questions, mais est-ce que les enfants, ça va? Oui, les gens s'inquiètent de se dire qu'on doit être avoir les 2 seuls enfants de la région. Du territoire. Alors non. Au contraire, mes enfants, en l'occurrence, sont extrêmement heureux ici. Vraiment. J'arrête pas de dire eux. Tu penses? T'inquiète, je coupe. Ouais, non, mes enfants, ils sont vraiment heureux ici. Et pour parler des enfants des autres, parce que oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants dans le coin. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on s'est arrêté sur cette région, parce qu'en fait, c'est très, très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes couples et jeunes familles, donc il y a beaucoup d'enfants. Et je les trouve heureux, moi, les enfants ici, pour les voir évoluer. Ils ont tout ce qu'il faut. Et parfois, quand ils ont peut-être des besoins un peu plus exigeants, il faut aller peut-être un peu plus loin. Il faut faire un peu plus de kilomètres. Mais juste que tu vas passer ta semaine dans la voiture, mais sinon voilà, ça va. Il faut faire un peu plus de kilomètres. Et moi, je les trouve doux, les enfants. Ah, encore la douceur. Mais oui, Ouais. je les trouve tolérants, très accueillants. Je trouve que ça se mélange très facilement sur les âges. Je ne sais pas si c'est la douceur de la région qui rend les enfants doux, mais je trouve les enfants... dans l'ensemble, vraiment agréable, des petits âges jusqu'aux adolescents. Moi, je rencontre beaucoup d'enfants et ils sont heureux et agréables. Donc oui, ils vont bien, les enfants, à la campagne. Tu rassures tout le monde, merci. Alors, on va attaquer la partie plutôt activité, enfin profession. Je ne vais pas tout dire, hein, c'est toi qui vas expliquer, mais je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu as plusieurs métiers. Alors, on va parler de ton premier métier. Voilà, le tout premier. Vas-y, dis-moi. Je suis danseuse. Voilà. Danseuse de quoi? Danseuse d'un peu tout. J'ai une formation classique et puis j'ai commencé à travailler à Paris. J'ai fait de l'opérette, j'ai fait beaucoup de danse traditionnelle des pays de l'Est. J'ai fait de la danse... au fil des rencontres. D'accord. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter beaucoup des gens qui venaient des pays de l'Est, de l'ex-URSS, on peut carrément dire ça, et donc qui pratiquaient ces danses-là en France, et d'avoir eu la chance d'intégrer ces compagnies, etc. Donc ça a été une très très belle expérience. J'ai travaillé aussi beaucoup en music hall. Donc tout ça, c'est Paris? Tout ça, c'est Paris. Donc, toute ma période professionnelle parisienne. Voilà. D'accord. On mettra des photos pour qu'on puisse s'imaginer. Music hall, tout ça. Chouette. Plumes et paillettes. Ouais. Oui, bah oui. Ah ouais. Carrément. Ça te manque pas, les plumes et paillettes Non, j'en ai bien profité. D'accord. On verra ça après. Donc, ton premier métier, c'est danseuse. C'est un métier que tu as rêvé quand tu étais petite fille? Oui. Ouais. Assez rapidement, oui, ça a été... c'est ce que je voulais faire. D'accord. Donc, tu as fait de la danse toute petite? Tu as commencé à quel âge? Mes parents, ils m'ont inscrite à la danse dès que j'ai pu commencer, donc j'avais 5 ans. D'accord. Et après, j'ai toujours dansé. Et oui, vers mes 9 ans, ça a semblé clair que c'était ce que je voulais faire. Et puis, même s'il y avait vraiment toujours beaucoup de choses qui m'intéressaient autour, c'était ça que je voulais faire. Absolument. Absolument. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça a été dur de trouver un premier job dans la danse? Non, c'est allé vite. Ah ouais? Ouais, c'est allé vite. C'est allé... contrairement à ce que les gens me prédisaient, etc. Ah, ouais, ce qui te prédisait? Oui. Les gens sont jamais très favorables à des idées
un peu farfelu peut-être. Mais non, ouais, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler, je crois que j'avais 18 ou 19 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. D'accord. Voilà. Quand tu dis les gens ont trouvé peut-être tes idées bizarres, sur le fait de faire le choix d'un métier comme celui-là, c'était quoi ton entourage ? Non, mon père était pas bien rassuré, ma mère était un peu plus enthousiaste, je pense, même si elle était pas bien rassurée non plus. Mais c'est vraiment toute ma période scolaire où on te demande de choisir un métier et puis il y a des conseillers d'orientation et puis on te déconseille fermement. Voilà, c'est pas un métier en fait. Ah oui, c'est pas un métier. Donc on te demande de choisir un métier. Et puis à chaque fois que tu proposes autre chose pour être tranquille, on te dit ah oui mais là il n'y a pas de débouché. Donc bref, si on écoute, on fait rien. Donc j'ai bien compris que en gros il valait mieux que je me fasse confiance à moi. Ouais, t'allais te débrouiller toute seule. De ce côté-là, je me suis pas sentie très aidée, non. Finalement, tu as réussi. Donc ton premier métier, c'est danseuse. On va pas s'arrêter là. C'est toujours ton métier, finalement, tu es toujours danseuse, hein, tu n'as pas arrêté, mais tu fais quoi d'autre ? Je suis jongleuse, voilà, au cirque, avec mon mari. Artiste de cirque. Artiste de cirque, et je pratique le jonglage balle-rebond avec mon mari qui m'a emmenée au cirque avec lui, clairement. Alors, je vais essayer de comprendre. Tu es danseuse. Ensuite, Bastian arrive dans ta vie et c'est là que tu rebondis sur... rebondir, c'est pas mal, le cas de le dire. C'est beau, ce que je viens de dire. Tu intègres le cirque, c'est grâce à lui ? Oui, en fait, il avait un numéro en duo et sa partenaire avait plus envie de travailler sur ce duo-là et il se retrouvait sans partenaire et donc, par dépit, il s'est adressé à moi. Clairement, hein, on va pas se mentir. Et c'était déjà ton amoureux ? C'était déjà mon amoureux, oui. Et n'ayant pas le choix, il s'est tourné vers moi. Et puis, j'ai travaillé dur pour reprendre ce rôle et ça l'a fait. Alors, c'était quoi le rôle ? Sa partenaire dans un numéro de jonglage. Donc, c'est du passing balle-rebond. Tu peux nous expliquer ? Et c'est du jonglage avec des balles rebondissantes qu'on pratique à deux. Donc, on s'échange les balles tout au long du numéro. On a un numéro qui est une petite romance qui se passe dans un parc sur un banc. Donc, régulièrement, on se reséduit l'un l'autre sur scène. C'est beau. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu te mets au jonglage. Absolument. Donc là, tu entames, on va dire, un nouveau métier qui est jongleuse. Mm-hmm. Ok, très bien. Il y a d'autres métiers que tu ne nous as pas encore annoncés ou d'autres expertises, je ne sais pas comment tu veux le dire. Enfin, tout est toujours sous la coupe de l'artiste, hein, selon moi. Tu peux nous dire ce que tu fais d'autre aussi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui et depuis que je suis en Dordogne, j'ai ouvert mon auto-entreprise afin d'être mosaïste d'art de façon professionnelle. Donc ça faisait un moment quand même que je travaillais dans cette branche, mais de mon côté. Tu es mosaïste depuis combien de temps ? Ça fait un peu moins d'une dizaine d'années. D'accord. Mais ça, c'était en off, plus, quoi. Ouais, voilà, en off. Et là, je me suis autorisée, maintenant que je suis ici, et que j'ai ralenti mes activités d'artiste, on va dire chorégraphique et artiste de cirque, de laisser plus de place à cette activité-là et vraiment à m'installer ici. J'avais envie d'être installée quelque part pour lancer cette activité. C'est quoi mosaïste ? Mosaïste, c'est la mosaïque, c'est... on travaille avec différents matériaux pour créer des pièces. Alors moi, je fais des pièces décoratives. Ça peut être des pièces aussi utilitaires, mais en l'occurrence, moi, je fais vraiment des tableaux ou des pièces décoratives. Et on casse et on colle pour reconstruire et pour faire des pièces, je ne sais pas comment dire, des œuvres. Des œuvres d'art. Peut-être. Des jolis objets. Des jolies choses. D'accord. Des choses qui font du bien quand on les regarde. Ce métier-là est rentré dans ta vie, cette activité-là, elle est rentrée dans ta vie assez longtemps, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que tu exerces de manière professionnelle sur le territoire. Ouais.
ça me fait penser à quelque chose. C'est comment d'exercer un métier ou plusieurs métiers, puisque toi, entre autres, tu en as plusieurs. En tout cas, tu as plusieurs casquettes, mais toujours artistiques. C'est comment d'exercer des métiers artistiques dans un territoire qui est quand même très rural. Que j'ai toujours été artiste et je préfère vraiment modifier mon activité artistique parce que je pense que je peux pas la vivre ici comme je l'ai vécu à Paris ou dans le Nord, où là c'était vraiment très dense au niveau de ce qui se faisait et des propositions. Par contre ici, je pense qu'on peut le vivre complètement autrement et partager l'art de façon différente. Donc il faut se réinventer quand même un peu en étant ici. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler en me déplaçant, donc de continuer mon activité telle qu'elle était en quittant le territoire. Donc, sur la partie danse et jonglage, ouais. Ça veut dire que régulièrement, avec Bastian, vous prenez la route pour travailler avec des compagnies ? Voilà. On part faire des spectacles de cirque ou de danse ailleurs. Et après, ça fait qu'1 an qu'on est là, donc moi, je ne perds pas espoir... Enfin, j'ai pas encore commencé de monter une compagnie dans le territoire. Peut-être de travailler, un jour faire un joli spectacle pour enfants, peut-être, ou quelque chose. Je me laisse le temps quand même. Je suis désolée, je t'ai un peu éloignée du sujet, mais je te demandais effectivement comment c'était, quand on est artiste et qu'on vient vivre sur un territoire rural, comment c'est perçu et comment effectivement tu peux toi continuer. Pour mon activité de mosaïste, je trouve que je suis bien en place parce que ici il y a quand même du tourisme, donc en été on peut facilement exposer son travail, être vu. Il y a plein d'endroits qui sont très ouverts pour exposer. Je crois que les gens sont très, je vais mettre des guillemets, très clients de tout ce qui se propose. Ou sensible, ouais. À tout ce qui est artistique et à tout ce que les gens sont capables d'offrir, en fait. Comme les gens ont envie que la région vive, ils sont ouverts et intéressés. Voilà, donc les gens vont... ils sont très encourageants et s'intéressent toujours à ce qu'on fait. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai à titre vraiment personnel. Et je trouve que c'est très bien reçu et qu'après, il faut aussi chercher des réseaux de diffusion, etc. Mais c'est positif. Ouais, c'est positif. Je pense que... Et quand tu es arrivé sur le territoire, quand vous êtes arrivé sur le territoire et que vous avez dit, voilà, on est artiste de cirque, on est danseur, c'est quoi les réponses ? Alors, les anciens, ça les fait quand même rigoler. Ouais. Mais artiste de cirque, c'est toujours assez bien perçu, en fait. Artiste de cirque, c'est quand même une sorte de passe-partout. Ouais. Ça marche bien. Ça fait rêver les gens, je pense, un peu. Plus que danseuse. Danseuse de musical, moins. Je suis plus artiste de cirque, on va dire. C'est plus facile. Je pense que danseuse de musical, il y a tout de suite quand même des connotations, Tu travailles à Pigalle. Carrément. Mais ça, je veux dire, ces connotations-là, je les avais aussi. Je veux dire, les réflexions un peu débiles qu'on peut avoir quand on dit qu'on est danseuse de musical. French Cancan. Voilà, j'avais pas besoin d'arriver ici pour avoir des remarques un peu... Ah bah c'est bien à dire alors. Un peu débiles de ce côté-là, ça c'est sûr. C'est quoi la remarque la plus débile que tu as eue sur le fait d'être danseuse de musical ? Le grand classique, c'est « Ah, tu fais le grand écart ». Bon, c'est très masculin, hein, les filles me demandent pas ça. Voilà. C'est le classique, voilà. D'accord. Nul. Oui. Et même en faisant, alors je fais le grand écart avec des balles rebondissantes. Ah bah c'est génial. Je le fais en plus sur scène, c'est putain, trop classe. Ah, tu m'épates. Et ça en plus sur la place de Saint-Priest-les-Fougères, je veux dire. Eh ben oui. Non mais il y a des choses à voir, hein. Il faut se déplacer en Dordogne. Hein. On n'est pas près de s'ennuyer ici. Il n'y a pas que des cerfs, des biches et des châtaignes. Il y a aussi des danseuses de musical, messieurs et dames. Ok. Donc, voilà, ça a fait sourire un peu les natifs, mais pas de les grande jeunes sont un peu interrogation. plus... c'est marrant, c'est les gens de ma génération qui sont d'ici sont peut-être un peu plus dubitatifs sur le concept. Je trouve que vraiment les anciens, ils ont dû passer un cap et ils sont plus ouverts à... Ah oui ? Ouais, je trouve que c'est plus simple avec les personnes plus âgées, en fait, qui sont... Peut-être parce qu'ils ont décroché aussi de la vie, de l'activité professionnelle. Peut-être. Alors que ceux qui sont en activité professionnelle, ils se disent mais c'est pas un métier, n'importe quoi. Pourquoi ? Peut-être. Pourquoi elle fait grand écart ? Ouais. C'est plus simple avec les plus anciens. Et est-ce que ça, alors, c'était quand même plus facile
à évoquer en milieu urbain qu'en ruralité, ou finalement tu te dis, non, c'est pareil, ou c'est différent, je sais pas. Pour moi, c'est un peu pareil, mais parce que pour moi, c'est un peu pareil. Du coup, je pense que moi, je l'amène de la même façon. En fait, j'ai l'habitude, depuis le collège, où on m'a toujours dit que ce que je faisais, c'était pas un métier, en fait, ou ce que je projetais de faire, c'était pas un métier. Du coup, j'ai l'habitude qu'on puisse être perturbé par ça, et donc je suis assez... Voilà, je suis pas surprise quand ça surprend les gens, mais du coup, je pense que ça remet très vite les choses relativement à plat. Je m'excuse pas de faire ce que je fais, en fait, je pense. Ça fait rêver. On va revenir sur ta nouvelle activité, en tout cas l'activité que tu as professionnalisée ici sur le territoire, mosaïste, d'art. Oui. Voilà. D'ailleurs, comment ça t'est venu ? Pourquoi un jour tu t'es dit, tiens, je vais casser et recoller ? J'ai aucun souvenir de comment ça m'est venu, mais j'avais envie de faire de la mosaïque. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai vu dans les musées, etc. Mais honnêtement, moi-même, je me pose la question de me dire pourquoi j'avais envie de faire de la mosaïque. Je ne sais pas. Mais j'ai eu envie un jour, je l'ai exprimé, je voudrais faire de la mosaïque. C'était un truc, je ne sais pas d'où ça vient ? Non, j'ai cherché. Est-ce que tu le mettais déjà sur les feuilles là, de souhait justement pour l'école ? T'avais danseuse ? Non, pas encore. Mosaïste. Non, j'aurais plutôt, si j'avais fait un vrai métier, j'aurais voulu être soit travailler dans l'histoire de l'art, soit travailler dans un musée et être voilà. Mais il y a quand même du lien. L'art, ouais, ça me tient. Oui, il n'y a pas à dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce métier ? Comment tu le pratiques ? Comment tu fais ? Enfin, concrètement. Concrètement, moi, je me suis formée à Paris avec des professeurs. Ensuite, j'ai beaucoup pratiqué seule, des cours en ligne. Après, j'ai aussi fait beaucoup de stages. Et moi, j'avais très, très envie de travailler. J'aime le bois, donc je travaille beaucoup des alliances entre le bois, la mosaïque. J'aime bien les matières naturelles, donc j'aime bien en fait que la mosaïque, on puisse tout mélanger. C'est quoi la matière de la mosaïque ? C'est du verre ? On peut travailler avec des pièces de céramique, comme un peu du carrelage, du verre. On peut travailler avec tout type. Moi, j'aime bien travailler avec des pierres semi-précieuses, d'inclure dans des pièces des pierres de lithothérapie. On peut travailler avec de la vaisselle cassée. J'aime beaucoup. Il y a des gens qui me mettent de côté de la vaisselle et je retravaille avec des pièces. Voilà, des choses dont parfois on n'a pas envie de se séparer, mais bon, on ne va pas garder une assiette cassée et auquel on peut donner une deuxième vie. Moi, j'aime bien beaucoup pouvoir intégrer de pas forcément jeter les choses et de pouvoir en faire quelque chose de beau à nouveau. Voilà. Et justement, ces matériaux, alors oui, tu t'en procures par des anciens objets, mais sinon le verre, tout ça, enfin tu vas chercher ça où ? Il y a des boutiques, alors beaucoup de boutiques en ligne. Et puis quand je suis sur Paris, en région parisienne, il y a aussi des boutiques à Paris où on peut acheter directement. Après, il y a tout un réseau de boutiques spécialisées, mosaïque ou vitrail, ou voilà. Alors comment tu démarres un projet de mosaïque ? J'ai une idée en tête ou soit une image, donc soit un animal, soit je dessine un tableau, ou soit et puis donc il y a toute la partie dessin, il y a la partie soit je vais travailler dans le bois parce que j'aime bien travailler avec des inclusions dans le bois, donc là il va y avoir tout le choix du bois, le travail de dessiner sur le bois, faire le défonçage, remplir avec la mosaïque. Et on fait des tables aussi avec mon mari. Ici, on en fait beaucoup moins parce que, en fait, on fait des inclusions et sur des tables basses dans n'importe, dans des plateaux de table, et on fait des motifs et on les recouvre avec de l'époxy. Ah oui, oui. Ça, c'était vraiment les premières pièces que j'ai faites, c'était ça. Ici, on a un peu plus de mal parce que l'époxy demande des conditions de travail qu'on n'arrive pas à rassembler en étant dans une maison de travaux.
Donc, il faut vraiment des endroits qui soient exempts de poussière, à une température bien précise, sinon ça rate. Et là, dans ton atelier, c'est pas possible. C'est compliqué. Là, oui, en ce moment, donc on s'est concentré pour l'instant sur l'aspect purement mosaïque, et on verra pour refaire des tables, etc. Avec, Tu dis on, parce qu'il te donne un coup de main sur la partie bois, c'est ça? Sur la partie bois et sur la partie époxy. D'accord. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est toi. Oui, les gros objets tranchants, j'ai pas le niveau. Je suis un peu gauche. Donc, et lui, il est très effrayé de me voir avec des lames tranchantes. Je suis pas très concentrée parfois. C'est un peu dangereux. Très bien. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ok. Donc, tu choisis un dessin où tu t'inspires par ce que tu peux voir à droite et à gauche. Ensuite, ou des commandes. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être quelqu'un qui te commande. Oui, qui veut un chien. Cheval, un chien, un portrait. Non, oui, vraiment. Ok. Ouais. Tu vas faire la sélection des matériaux dont tu as besoin. Ouais. Et après, ça se passe comment? Alors, tu casses, hein? Tu casses tout en tout petits morceaux, là? Je reforme. Chaque pièce, elle est taillée pour coller avec les autres. Donc, c'est vraiment un puzzle que je fabrique moi-même. Et c'est l'assemblage des couleurs et des matières qui va vraiment donner la vie à une pièce. Parfois, on peut se permettre des pièces qui brillent. Moi, j'aime bien quand ça brille quand même. J'ai des petits restes. De paillettes. De paillettes, j'aime bien. J'ai pas abandonné toute... T'es encore un petit peu sur scène quand tu es en train de faire ta céramique. Et oui, en fait, on va assembler couper les pièces, tailler les pièces, donc leur donner la forme exactement pour reproduire un motif qu'on a en tête. Voilà. Je reviens encore là-dessus, hein. Mais il y a encore une histoire de notion de temps, parce que ça doit être hyper long. C'est très chronophage et à la fois très méditatif. Moi, c'est ce qui m'a complètement happée, c'est-à-dire que j'avais cette envie. Et la première fois où je suis entrée dans un cours, mon premier cours, je suis entrée le matin, c'était des grosses journées. Je suis sortie le soir en ayant l'impression d'y avoir passé une demi-heure, et j'y avais passé une journée entière. Et en fait... c'est quelque chose dans lequel on peut s'absorber complètement et profondément. Enfin, pour moi, c'est tu penses à rien d'autre quand tu fais ça? T'es vraiment c'est les focus. couleurs, les formes, et ça te happe. Complètement. Ouais. Et moi, j'ai du mal à me poser. J'ai toujours été dans le mouvement avec la danse, le jonglage. Ma vie, elle a toujours été très vite. Et la mosaïque, c'est... je sais pas, c'est comme une espèce de parenthèse hors du temps. C'est juste magique, et d'un coup, on sort de là et on voit ce qu'on a fait. Et c'est extrêmement gratifiant. C'est drôle ce que tu dis par rapport à cette, effectivement, avec tes anciens métiers où effectivement ça bougeait, le mouvement, etc. Puis là, tu es sur une activité qui est complètement posée et ancrée. Et je pense que mes pièces, elles ont toujours un mouvement, par contre. Tout à l'heure, tu as parlé de formation. Donc, il existe une formation officielle? Il y a très peu, mais il y a, oui, des écoles. Mais moi, je ne pouvais pas re-rentrer dans une école en étant adulte. Donc, pourquoi pas? J'avais pas le temps. Le temps, les moyens financiers d'arrêter mes activités pour rentrer dans une école, faire un cursus complet, etc. Enfin, à temps complet. Ouais. Donc toi, tu t'es formée par des stages, des rencontres, des cours en ligne, voilà, tout ça. Et travailler, en fait, j'ai beaucoup pratiqué. D'accord. J'ai profité beaucoup du Covid, où on n'était pas sur scène. Oui. Pendant longtemps. Et ensuite, on est parti 1 an en camping-car, où j'avais aussi un atelier mobile. J'ai beaucoup travaillé aussi à ce moment-là, donc j'ai beaucoup pratiqué. Beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a un ou une artiste avec qui tu aimerais bien travailler, ou un stage que tu aimerais bien faire? Il y a un truc? Il y a une artiste que j'aimerais, qui est un peu une idole, c'est Béatrice Serre, qui fait des choses absolument splendides. Béatrice Serre. Serre, qui fait un travail... là, c'est le top niveau. C'est juste splendide. Et j'aimerais ne serait-ce que voir une œuvre de cette personne en vrai une fois dans ma vie, quoi. D'accord. Voilà. Elle est où, cette personne? Elle travaille sur Paris et puis énormément partout. Elle a vraiment elle travaille sur des choses très prestigieuses et très luxueuses, et elle fait
Ça me touche énormément ce qu'elle fait. C'est très, très... contrairement à moi qui fais des choses très, on va dire, figuratives avec des animaux, etc. Elle, c'est vraiment beaucoup plus des énergies qui se dégagent de son travail. Elle travaille avec des matériaux relativement précieux et elle fait beaucoup de mobilier, mais design, on va dire. D'accord. C'est juste splendide, quoi. En fait, c'est un voyage, rien que de voir ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est ça, l'énergie qu'elle met dedans. Il y a une dynamique dans ses pièces. Sa sensibilité. Ouais. C'est incroyable pour moi. Toi, donc, quand des fois, tu as des commandes. Sinon, tes œuvres, tu peux les montrer où ? Moi, j'utilise les réseaux, quand même, beaucoup. Et puis ici, j'ai commencé à me renseigner sur des boutiques d'artisanat. Il y a quand même pas mal d'endroits où exposer. Ici, déjà, sur place, proche de là où je vis, il y a déjà pas mal d'endroits où exposer. Ouais. Et puis en s'éloignant un petit peu, on a quand même beaucoup de villes très touristiques avec beaucoup de passages et tout ça. Et il y a énormément de galeries en fait. Donc, tu peux exposer assez facilement finalement. Ouais. Ok. Tu en as vendu ? Oui. Ça c'est chouette. Ouais. Ça fait quoi la première fois qu'on vend une de ces œuvres ? Ça fait tout chose. Ça fait c'est gratifiant. Vraiment, de se rendre compte que y a d'autres gens qui apprécient ce qu'on fait, donc qui soient capables de... moi, je fais pas des pièces utiles, donc de s'autoriser à dépenser de l'argent inutilement. Je suis persuadée que ce que je fais est utile, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, je suis convaincue que l'art est une chose absolument nécessaire. Ça, c'est pour moi... un monde sans art, ce serait un monde... perdu. C'est peut-être un peu exagéré, mais... Ce sera ça le titre du podcast. Mais effectivement, il faut, surtout dans des contextes un peu particuliers comme en ce moment où les gens ils doivent se serrer la ceinture sur beaucoup de choses, de s'autoriser à dépenser de l'argent pour quelque chose de simplement beau. Je trouve ça doublement gratifiant parce que ça veut dire que les gens, ils y voient autre chose qu'un achat. Si on est capable de dépenser de l'argent pour quelque chose d'inutile, c'est une autre dimension. C'est que cette chose, elle nous fait du bien dans un sens ou dans un autre. Donc ça veut dire que ce que je fais, ça peut faire du bien à quelqu'un et d'une autre manière. Donc ça t'a fait du bien quand t'as vendu la première pièce ? Ça m'a rendue heureuse, ouais. Ah, super. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ce métier, mosaïste d'art ? Non, pas encore. Je vis de mes métiers. Voilà. Je travaille... déjà, ça fait peu de temps que je me suis officiellement... que j'ai ouvert ma société et tout ça. Ça fait seulement depuis le mois de juillet. D'accord. Donc, déjà, j'ai peu de recul pour comprendre si je pourrais en vivre. Je pense que c'est un métier dont on ne vit pas facilement. Mais après, je pense que quand on se lance dans un métier artisanal ou quoi que ce soit, de toute façon, ce n'est pas du tout cuit. Il faut du temps, il faut le temps. Pas mal l'expression, ça, du tout cuit. C'est un peu ringard. J'ai un petit côté un peu ringard. On va pas se mentir. Il y en avait eu des bonnes aussi. Je ne sais plus si c'était Lisa, je pense qu'il y en avait fait des bonnes aussi. Mais celle-là, on va la garder dans les annales. Voilà, ça y est, je suis passée pour une ringarde. En même temps, tu as 40 ans. J'habite à la campagne. Et, tu as 40 balais bientôt, tu vis à la campagne. Ouais. J'ai un petit côté un peu ringard. Ça doit faire une partie de mon charme, peut-être. Ça doit être ça. Donc, métier d'artisanat, c'est pas du tout cuit. C'est pas du tout cuit. Moi, j'ai la chance de pouvoir encore travailler avec mon métier d'artiste et tout ça. Donc, avec les deux, j'arrive à vivre. Et aussi, clairement, parce qu'on est deux. J'avais envie de te dire, tu jongles. Je jongle. Voilà. Je jongle entre les différents métiers, les différentes... Donc, on jongle avec mon mari entre les différentes activités et on s'en sort. La vie est moins coûteuse ici. Aussi. Et tu as moins de sollicitations aussi. Oui. On va boire des verres chez les amis plutôt qu'au bar ici. Donc, ou au café associatif. Ok, mais c'est pas si cher que ça. Non. Alors, si demain tu ne vis pas complètement du métier de mosaïste, est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave parce que en fait. Tu trouverais un autre métier ? Ouais, je m'inquiète pas. Je sais que déjà on a plein de projets. Avec mon mari, on a des tas de projets et je pense que nous, on a envie maintenant de
de jongler avec tous ces projets, de pouvoir multiplier les activités. Je trouve qu'ici, ça s'y prête vraiment, le territoire rural se prête à se diversifier en fait. Et ici, peut-être que c'est moins facile d'avoir une source de revenus qui est génératrice de gros revenus. Par contre, on peut vite s'intéresser à plein de choses, etc. Et non, c'est pas grave parce que il y aura d'autres rentrées d'argent. Pour l'instant, on travaille encore en tant qu'artiste. Mon mari, lui, il a aussi des projets personnels. Donc, je pense que tout ça, mélangé à tout ça, ça suffira à ce dont on a besoin pour vivre. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux des fois t'inquiéter par rapport aux enfants ? Parce que tu vois, quand on est qu'à deux, c'est assez facile. Mais quand on a des enfants, comme toi et moi, est-ce que c'est une source d'inquiétude pour toi ? D'avoir assez d'argent pour eux ? Oui, pour la famille et entre autres pour eux, parce que quand ils vont grandir, il y aura peut-être d'autres besoins. Il faudra peut-être aller à l'école plus loin. Moi, je suis du genre à m'inquiéter un peu. Mon mari, pas du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement confiant. Donc, lui, il se pose pas de questions et il est persuadé que ça va bien aller. Donc, en fait, mes questions sont très vite stoppées par « Mais non, ça va bien se passer ». Donc, non, oui, je me pose la question et en même temps, non, je nous fais suffisamment confiance pour que... Et puis, si jamais ça marchait pas, en fait, on partirait et puis on ferait autre chose. Enfin... on n'est pas enchaîné, c'est-à-dire que tenter sa chance quelque part, c'est pas, je veux dire, on n'est pas déterminé à mourir ici, enfermé. Si ça marche pas, c'est pas grave, on s'en va et on recommence. En tout cas, nous, c'est notre manière de voir. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à rater, j'ai pas de problème à me tromper. C'est-à-dire que oui, on peut vouloir venir dans un endroit avec des aspirations et des envies. Et puis que ça se passe pas comme on imaginait. Et ça, si je devais pas aimer un truc dans le coin, ça va être les locaux qui disent « Ah bah oui, il faut savoir vivre à la campagne, ils sont repartis. » Que les autres le vivent... On se doutait bien. Hein. Voilà, que les autres le vivent à la place des gens comme un échec. Mais en fait, c'est pas... Repartir, c'est pas nécessairement un échec. C'est peut-être juste... Enfin, je veux dire, dans la vie, il y a 1000 fois où on essaye quelque chose en pensant que peut-être c'est pour soi et d'avoir le courage de l'expérimenter et déjà. De pouvoir se dire « Ah ben non, en fait, c'est pas pour moi. Est-ce que c'est un échec ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une grande force et une grande intelligence de savoir dire « Bah, j'ai essayé et c'est tout, en fait. » Je suis d'accord avec toi, mais dans le regard des autres, c'est pas toujours facile. Mais le regard des autres, on s'en... Je vais pas dire, hein, mais on s'en fiche un peu quand même. Tu peux dire des gros mots si tu veux. Ça leur appartient. Alors, c'est vrai que ça peut toucher, hein, surtout quand les autres sont jugeants, mais ça leur appartient. C'est peut-être les échecs qu'eux, ils n'ont même pas eu l'occasion d'expérimenter. C'est enrichissant d'expérimenter un échec. C'est pas forcément gratifiant et c'est pas forcément agréable, mais c'est enrichissant. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir... Se tromper. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes finalement qui vous ont aidé sur ce nouveau chemin, que ce soit dans l'installation sur un nouveau territoire, cette installation familiale, ces nouveaux jobs ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été, importants pour vous ? Ici, on s'est créé un réseau en fait de gens. Déjà, moi, par mon entourage, je me suis toujours sentie soutenue avec les gens autour de nous sont toujours, ils ont confiance en nous, même si eux, ils sont parfois perplexes. J'ai jamais eu cette espèce de poids derrière moi d'avoir les gens qui attendaient que je me plante. Donc c'est quand même, c'est une force aussi d'avoir un entourage, même s'ils n'étaient pas là physiquement pour aider. Et ici, on a rapidement créé un réseau d'amis, d'amis. Des vrais amis. Des vrais amis, en fait. Des vrais amis. Je pense à plusieurs familles où je sais que demain, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux appeler des gens, en fait. Et D'accord. Inversement. Okay. Et donc, c'est une grande force parce que même si on ne s'en sert pas, ou pas tous les jours, tu sais qu'ils sont là. Je sais qu'on n'est pas tout seul ici. Donc, proche de ton lieu d'habitation, en tout cas sur le territoire. Dans le territoire. Territoire proche. Et les gens Entre chez toi et chez moi. Ouais. Et les gens se
propose très facilement ici d'aider et c'est pas des paroles en l'air. Est-ce que c'est Oui. le fait d'être loin et d'avoir été confronté aussi C'est ce que au j'allais fait dire. de s'être éloigné qui crée cette Ouais, solidarité je pense quand même. et elle est pas factice. Est-ce que tes nouvelles journées ici te rendent heureuse? Oui. Elles sont assez diversifiées, je pense, tes journées. Elles se ressemblent pas, toi. Hein. Non. Elle dit ça avec un. Je sais pas comment je dois le prendre parce que sa tête penchée d'un côté, Une once le de regard tombé, désespoir. même si sa lèvre ne tremblait pas. Pourquoi Un peu tu le dis menton, ça? là. Parce que quand même, clairement, à tout vouloir faire en même temps, parfois c'est difficile de... Voilà, il faudrait des journées bien plus longues parce que je pense que je suis trop gourmande et trop optimiste sur tout ce que j'ai envie de faire, tous les gens que j'ai envie de voir, toutes les activités que j'ai envie de faire. Puis t'as des enfants en bas âge encore, toi, quand même. Enfin, ils sont pas grands. Ils sont pas grands. Ils sont pas petits, mais ils sont pas grands. On a la chance de faire l'instruction en famille. Donc ça prend du temps aussi. On a les enfants qui sont à la maison tout le temps. Oui. Donc évidemment, ça joue énormément dans l'organisation des journées, puisque c'est l'école à la maison. Donc voilà. C'est depuis que tu es sur ce territoire que tu fais l'école à la maison ou tu le faisais déjà avant dans le Nord? Non, on a toujours fait l'école à la maison. D'accord. Parce que l'instruction est devenue obligatoire à 3 ans, l'année où mon fils avait 3 ans, et nous, on partait à l'étranger tout le temps. Donc, en fait, c'est comme ça que l'idée est venue? On n'a pas eu le choix. À nous, l'idée n'était même pas... on n'avait même pas eu l'idée avant. C'est juste qu'en fait, on ne se serait même pas posé la question si l'instruction était obligatoire à 6 ans, comme ça l'était avant. Mais comme c'était 3 ans, il fallait déclarer. Donc, on est rentré dans ce système aux 3 ans de Pierre. Donc, on a toujours fonctionné comme ça. Et donc, en fait, dû à vos déplacements de professionnels, d'artistes. La base de l'idée, Oui. c'était ça. Et maintenant, pour l'avoir expérimenté depuis quelques années, pour l'instant, on ne s'imagine pas fonctionner autrement parce que ça colle complètement avec notre itinérance. On est tout le temps en déplacement. On est libre de pouvoir l'être. Et puis pour les enfants, on va parler des grands mots, mais c'est une continuité pédagogique, c'est-à-dire que nous, on arrive dans des journées qui sont souvent très différentes les unes des autres, on a une routine ensemble, on avance ensemble. D'accord. Et ça fonctionne bien. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière et heureuse aujourd'hui avec ce changement de vie au global? D'encore réussir à réaliser des rêves. Alors, le rêve, c'était quoi? Celui d'être mosaïste? Ou il y en a un autre? C'est infini. Moi, je suis une rêveuse. mais j'avais le rêve d'avoir des chevaux, d'avoir un cheval quand j'avais 8 ans. J'ai mis des sous de côté depuis mes 8 ans pour avoir un cheval. Et puis, c'est vrai? Ouais. Et puis, en vivant à Paris, et puis en montant peu à cheval, parce qu'en étant... en étant danseuse, artiste, on essaye de faire attention à ne pas se blesser dans l'idée en étant sur scène. Bien sûr. Et c'est un rêve qui s'éloignait, mais que j'ai toujours gardé. Et en arrivant ici, c'était peut-être pas le meilleur moment. Et en même temps, c'était le meilleur moment quand même pour réaliser ce rêve. Donc j'ai rajouté ça. Donc ça prend du temps aussi. Oui. Il y en a 1, 2 2, bientôt 3. Ah d'accord. Oui. Comme si tes journées n'étaient pas suffisamment remplies. C'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Mais tu fais comme tu veux. On peut pas vivre que de bonnes idées. Tout à fait. On a même le droit de se tromper. Exactement. Donc ce serait ça, voilà, ce dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est encore de pouvoir réaliser des rêves et pas m'estimer arriver. Et la vie est encore, il y a tout qui est, de continuer à croire que c'est possible. Est-ce que tu as rencontré des préjugés, des stéréotypes liés au fait d'être une femme sur le territoire, sur un territoire dit rural? Pas plus que ça. J'ai pas, en tout cas pas frontalement. Peut-être dans mon dos. Ça, c'est fort probable que, arrivant, les gens sont aussi assez convaincus qu'on est des citadins. Donc, il y a toujours cette espèce de truc, les citadins. Ce qui est, en l'occurrence, moi, je suis à la base une citadine. J'ai quand même grandi clairement en région parisienne. Mais bon,
C'est des préjugés tellement souvent un peu bêtes. Et après, il y a des choses, il y a des freins, on va dire, physiques, par exemple, qui sont réels, où là, c'est pas les préjugés des gens, mais effectivement, il y a des choses où je sais que si j'étais seule, Ça serait plus je compliqué. serais freinée. Comme quoi? Vraiment. Tu penses à quoi? Des trucs bêtes, mais l'an dernier, cette année, c'est pas le cas, mais l'an dernier, on chauffait au bois et mon mari, il était beaucoup absent. Ouais. Bon, voilà, je me suis retrouvée à couper le bois avec la hache. Je suis nulle, quoi. En plus, J'ai oui, failli mourir. il paraît que tu es un peu nulle dans les objets tranchants. Ah ouais, j'ai vraiment prié pour ma vie. J'étais extrêmement fière à la fin d'allumer un feu avec du bois que j'avais coupé moi-même sans m'amputer une jambe. Mais en vrai, je me rends compte des objets lourds, même l'espace, tout est grand et la maison, c'est grand, ça prend du temps. Et d'être une femme seule dans des grands machins comme ça, c'est pas, c'est juste. C'est moins c'est facile que en ville, tu veux dire. Ouais, mais c'est même pas forcément, je pense, le fait d'être une femme seule, c'est juste être seule. Je pense que j'admire énormément les gens qui ont des projets seuls parce que être à deux pour faire des choses, c'est quand même vachement plus facile parfois. Mais là, sur le territoire, tu veux dire. Le fait de le faire à la campagne. Oui, tout est grand, tout prend du temps. Donc en fait, quand on est deux, on peut partager. Oui. Et oui, il y a quand même des freins physiques. Rénover une maison en étant une femme seule, moi, je me rends compte que que tu finiras dans une caravane. Ouais, j'en serais pas capable, mais parce que j'ai des freins physiques, en fait, tout simplement. Oui, je pense que c'est pas mal de nanas, d'ailleurs, qui ont parlé de ce point-là. Ok. Donc, j'allais te demander comment tu y fais face. Tu y fais face quand Bastien est là. Oui, ou alors j'essaye de me débrouiller toute seule et je fais à ma manière. Oui, tu fais attention de ne pas te couper une jambe en... Ou je mets 5 heures à faire un truc. Est-ce que le fait de venir vivre sur un territoire dit rural t'a changé, toi, en tant que femme? Oui, aussi, bien sûr. Pourquoi? Ouais, ça m'a changé parce que mon rapport au temps a changé et je manque de temps en continuant à vouloir prendre du temps que je n'ai pas pour des nouvelles choses que j'aime et qui me semblent importantes. C'est compliqué, ce que tu veux dire. Malgré le fait que j'ai pas assez de temps pour tout faire, ici, je me priorise à prendre du temps pour faire des choses quand même agréables. Aller faire une balade dehors, profiter de ce qui m'est offert en fait. Ici, profiter de cette nature et même si je m'écoutais vraiment, j'ai pas le temps et je sais le prendre quand même. D'accord. En regrettant amèrement après, en me disant « Oh mon Dieu, j'avais pas le temps ». Donc ça, c'est quelque chose qui a changé en toi, en tant que femme, sur le territoire. Ouais. Et puis, comment dire, d'être à la campagne, j'ai envie de, comme les autres, je pense, de faire vivre le territoire. Donc en fait, vraiment, je mets un point d'honneur à acheter local, à rencontrer, à prendre un peu le temps de savoir ce qui se fait autour de moi et de participer vraiment activement à la vie du territoire. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une vraie notion que j'avais pas en ville. Parce que tu n'as pas l'impression que si tu participes pas, les choses pourraient disparaître. Alors qu'ici, oui. Oui, quand il y a une boutique qui s'ouvre, il faut soutenir, en fait. Donc ça, c'est quelque chose... Ou une association, etc. Une vraie prise de conscience de s'engager dans le territoire. Les néo-ruraux, selon toi, ils apportent quoi sur un territoire comme ici, à la campagne? La dynamique de l'envie. Vraiment. D'avoir eu le choix et d'être venu... tester des nouvelles choses et d'apporter des nouvelles choses, d'avoir choisi et d'avoir envie. Et donc, ça a créé une dynamique et je pense que ça emmène plein de gens avec eux. Même s'il y a des gens qui sont un peu parfois réfractaires de voir des nouvelles choses, des nouvelles têtes. Je pense que quand c'est quelque chose de très positif qui est amené, ça... Dynamique. Ouais, cette dynamique, ça dynamise... ça draine les énergies, j'ai l'impression. Très bien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ne t'a pas donné et que tu voudrais partager aux hommes et aux femmes qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie de sauter le pas un jour? D'y croire. Et puis si c'est raté, tant pis.
Un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ouais, de pas dire ça risque de pas marcher, donc le fais pas. Donc, est-ce que c'est un conseil qu'on m'a pas donné? Oui, on m'a pas dit fais-le. Mais je parle plus loin que précisément venir m'installer ici, mais Tu parles de la danse? je parle De tout? de tout, de quand on évoque une envie ou un choix, il y a toujours quelqu'un pour te dire oulala. Et je pense que ce conseil de se dire fais-le même si ça rate. Au moins, tu regretteras pas. C'est pas grave en fait. Enfin, ça peut l'être, hein, je vais pas dire, je vais pas Oui. minimiser certaines expériences, mais dans l'ensemble, en fait, il y a souvent quand même, souvent on a l'impression quand on s'ouvre pas que une fin c'est la fin, mais une fin c'est pas nécessairement la fin. Est-ce que tu penses à une femme ou des femmes qui pourraient prendre la parole sur ce podcast après toi? Là, oui, comme ça, j'imagine, je pense à Gabrielle qui tient la boutique, la pâtisserie à Saint-Priest-les-Fougères. Tout à fait. Donc les délices des Fougères. Pourquoi elle? Ben parce que elle a aussi un parcours. C'est encore une nana qui s'arrête pas, qui travaille dur et qui croit en ses rêves et qui a un parcours de dingue, qui a été pâtissière aux États-Unis, qui est revenue en France, qui a ouvert au moment du Covid et qui s'accroche et voilà, qui a ouvert une pâtisserie à Saint-Priest-les-Fougères où on est 380. Enfin, fallait quand même le faire, quoi. Tout à fait. Et qui fait travailler des gens. Et enfin, voilà. Donc, ouais, je pense à elle et je pense à Lola, qui est vétérinaire à la coquille. Ah oui. Je pense qu'elle est native de l'Est de la France, si je ne me trompe pas. Et elle est venue sur le territoire et parce qu'elle fait un métier qu'elle pourrait faire partout, mais qu'elle a choisi de le faire ici. Et qu'elle a créé un super cabinet veto, ou en tout cas, c'est un collectif de vétérinaires. Oui. C'est féminin. De nana, je pense, en plus. Ouais, c'est une très bonne idée. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de discret et que... Mais qu'il faudrait rendre plus visible, tu veux. Ouais, à mon avis, c'est deux personnes très intéressantes. Alors, je note. Oui, t'inquiète, c'est noté. C'est noté. Alors, si on résume, qu'est-ce que tu as gagné en changeant de territoire déjà et en multipliant tes activités et tes rêves? Je suis heureuse. Je crois qu'il n'y a pas... Je suis heureuse et toute ma famille est heureuse. Je crois qu'il n'y a pas... Là, elle va me faire pleurer. Ouais, je crois que moi, je vais pleurer aussi. Ta famille proche, tu parles? Ouais, mais même ma famille loin. Je crois que... Ouais. On ne peut pas souhaiter mieux, je crois. Si tu devais passer un message, ouais, ça c'est important, je pense. Si tu devais passer un message sur le nouveau visage de la ruralité, tu sais, pour balayer un peu tous les clichés, puisque c'est un peu aussi l'initiative de mon podcast, de pouvoir balayer tous les clichés qu'on peut avoir autour d'une vie ici. S'il y avait un message à passer, alors ok, t'es heureuse, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire, pardon? Ben, sa vie, en fait. Et il ne faut pas croire que c'est enfermé. Sa vie, chaque jour, il y a des choses à faire, il y a des gens qui font, il y a plein de choses qui naissent, qui émergent. Il y a une dynamique de dingue, il se passe des choses tout le temps pour les enfants, pour les adultes, pour le développement personnel. Il y a une énorme place ici au bien-être de chacun. Donc, il ne faut pas croire que c'est... encrouté, pas du tout. Pourquoi tu penses qu'il y a encore des gens qui ont cette vision? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez ouvert leurs yeux. Tout simplement. Ou voyagé peut-être aussi. Pas eu la chance de... Ou il y a des gens qui ont aussi bêtement pas envie de voir comment ça se passe ailleurs peut-être. Mais je pense que dès qu'on ouvre un peu les yeux et qu'on regarde un peu... ouais, il ou faut des gens pas, qui ont peur. Peut-être aussi. La dernière ou les dernières, si tu devais te féliciter de tout ce que tu as entrepris ces derniers mois, qu'est-ce que tu te dirais? C'est toujours dur de se féliciter, mais... Ou alors si tes proches étaient autour de la table, qu'est-ce qu'ils te diraient à ton avis? Bah, ils me diraient que
j'ai raison de faire n'importe quoi parce que ça va. Je m'en sors à peu près. C'est que malgré, je sais pas, oui, je sais pas, que j'ai peut-être raison d'essayer, en fait. Que j'ai raison de me faire confiance et d'essayer parce qu'au final, je m'en sors, même si des fois, j'ai pas assez de temps et je galère et j'en chie et que je cours partout et que j'ai l'impression d'aller au bout de rien parce que quand on commence 1000 choses à la fois, c'est juste que, ouais, puisque je suis bien. Puisque tu es heureuse, t'as dit. Ouais. Du coup, donc alors il te dirait que... C'était quoi ta phrase ? Il te dirait quoi, t'as dit ? Que j'ai raison ? De faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi. C'est un autre titre de podcast qu'on va pouvoir mettre. Oui, parce que toutes mes décisions, je sais que les gens sont là, oh là là, on a pris un chien alors qu'on part tout le temps. Les gens me disaient, oh là là, comment tu vas faire ? Je sais pas. On verra. Ça se passe bien en plus, donc j'ai bien fait. Fais-toi confiance. Ouais, faire confiance aux gens et se faire... ouais, je crois que se donner la chance d'essayer, en fait. C'est parfait. Écoute, je voudrais faire deux petits coucous. Déjà, un petit coucou à ta maman, donc qui s'appelle Catherine. Et c'est grâce à Catherine, en fait, que j'ai eu l'occasion de faire les carnets de campagne de France Inter. Donc, je l'embrasse. Et après, je vais faire un gros bisou à Pierre, le meilleur pêcheur du Périgord vert. Voilà, quand il va m'entendre, il sait, lui. Je te remercie, Clémentine. T'as un mot pour la fin ou pas ? Merci à toi. Eh bien, bonne journée. Bonne journée. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh bien on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne @gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci.